Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end du 1er mai. Aujourd'hui, on se retrouve comme prévu du coup pour le live de Daniel sur BIM niveau 2, niveau 3. Alors, petite excuse au passage pour la semaine dernière où du coup, on a eu un petit souci technique qui n'a pas permis de réaliser ce live. On se rattrape aujourd'hui et on va profiter du coup pour analyser les différences, les points communs, plutôt les différences qu'on va trouver dans le BIM niveau 2 et le niveau 3. Daniel, c'est à toi de jouer. Oui, bonjour à tous. Comme le disait Pierre à l'instant, désolé, une petite coupure free nous a coincé la semaine dernière. Bon, ben voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc aujourd'hui, on va parler de niveau 2 et de niveau 3, plus communément appelé BIM niveau 2 et BIM niveau 3. Et on va déjà reprendre la notion de niveau de maturité. Alors, ce sont des termes qui sont issus, bien sûr, des normes, au départ, qui sont des normes anglaises, et qui, cette année, auraient dû se formaliser en normes françaises, mais bon, compte tenu des événements, je pense que ce sera reporté d'ici la fin de l'année. Mais c'est des choses qui sont en train de bien évoluer, et je pense qu'il faudra bien se tenir au courant cette année sur les modifications. Donc, je vais simplement vous rappeler déjà quelle est la différence et qu'est-ce que ça signifie exactement d'être en BIM niveau 2 ou d'être en BIM de niveau 3, puisque c'est assez important finalement pour l'organisation des projets et quels sont les attendus et ne pas faire certaines erreurs qui se font de façon assez classique parce que les niveaux de maturité sont mal maîtrisés ou mal compris tout simplement. Donc voilà, je vais remettre un petit peu tout ça à plat pour que ça soit beaucoup plus clair dans l'esprit de chacun. Donc ça, c'est le graphique d'origine de la normalisation anglaise. Et on repart du BIM 0 qui était la partie que tout le monde a connue, CAO, on va dire, le dessin AutoCAD 2D ou AutoCAD ou autre, hein, 2D. Après, on est passé en BIM de niveau 1 où on avait des plans en 2D et on pouvait avoir une maquette architecte en 3D, mais tout le monde continuait à dessiner en 2D dans ses propres lots. Puis est arrivée la notion de BIM niveau 2, où là, ça implique une collaboration de maquettes entre elles, et le BIM de niveau 3, où là, il y a un niveau collaboratif total sur une seule maquette. Alors, le BIM de niveau 2. D'abord, ça implique que tous les acteurs du projet travaillent dans une maquette numérique 3D. Chacun fait évoluer sa maquette de son côté et une fois que cette maquette est modifiée, en principe on les modifie toutes les semaines, ces maquettes sont transmises au travers d'une GED ou ça peut être également BIM 360. Toutes ces maquettes sont donc déposées sur le net ou déposées sur un serveur commun, de telle sorte que tous les utilisateurs qui en auraient besoin puissent les récupérer sur ce site. Alors bien sûr, il y a là aussi déjà tout de suite deux possibilités. Soit on dépose les maquettes en type RVT, ou soit, tel que le préconise le BIM niveau 2, elles devraient être déposées en IFC. Alors c'est là déjà où on a des fois dans les cahiers des charges BIM ou dans les chartes une petite distinction qui commence déjà à cet endroit-là. C'est-à-dire que soit on fait un travail collaboratif sous Revit, ou soit on fait un travail collaboratif en Open BIM, et dans ce cas-là, tout le monde se trouve avec des IFC et on collabore de façon totalement ouverte en Open BIM. Alors vous voyez déjà à ce moment, soit dans le projet Revit a été imposé et 80% des gens vont travailler sous Revit et dans ces cas-là, ils vont préférer faire des échanges que des échanges en RVT. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile que toutes les semaines faire des exports IFC, de faire en sorte que ça se monte. Et
en IFC ne seront communiqués que ceux qui n'auront pas Revit. Ou le client lui impose de l'IFC, ça m'est déjà arrivé sur des projets, c'est-à-dire qu'un client, lui, n'a pas du tout de logiciel type Revit et ne travaille qu'avec des viewers IFC. Et dans ce cas-là, il impose à tout le monde de faire une communication spécifique qu'en IFC. Donc déjà, vous pouvez donc avoir ces deux modèles qui correspondront à un BIM de niveau 2, mais une façon légèrement différente de travailler. Alors, je reprends un petit peu. Alors, souvent, on a expliqué que c'était un montage progressif, c'est-à-dire que c'était une évolution vers l'avenir, c'est-à-dire que quand on était en BIM niveau 1, on disait l'avenir ce sera le BIM niveau 2, et quand on est comme aujourd'hui en BIM niveau 2, on dit oui, la panacée, ça serait de tous travailler en BIM niveau 3. Alors, avec l'usage et la pratique qui se fait aujourd'hui du BIM niveau 2, on se rend compte que le BIM niveau 3 n'est pas encore tout à fait mature et ne l'est que pour certains projets particuliers. Donc, ce n'est pas vraiment une évolution vers quelque chose qui sera mieux, mais c'est une méthode de travail qui est différente. Et c'est pour ça qu'à l'avenir, je pense que les niveaux de maturité vont être redéfinis. C'est quelque chose qui est en train de se réfléchir justement au niveau normatif, de telle sorte que ce soit plus tout à fait des niveaux aussi carrés qui vont être définis, mais ça sera plus des méthodes de travail qui seront expliquées afin que le flow de process utilisé pour la gestion totale du projet soit beaucoup plus clair. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. C'est pour ça que les BIM managers sont très précis finalement dans leur documents afin de mieux préciser, parce que le niveau BIM 2 n'est pas suffisamment clair au niveau norme. Alors, je rappelle donc, pour le BIM niveau 2, tous les modèles sont paramétriques et ce sont donc des modèles avec des objets dits intelligents. Ça veut dire que ce sont des objets qui embarquent des informations qui ne sont pas que des informations 3D. On a déjà de la data qui vient compléter les données. Alors, je prends le cas d'un luminaire dans lequel on aurait sa puissance, son niveau d'éclairement, ou d'une centrale thermique où on aurait son débit. Donc, il y a de la donnée spécifique qui est déjà incluse dans ce niveau-là. Alors, au niveau théorique de la normalisation, à ce niveau-là, on doit avoir au minimum des caractéristiques techniques, le fournisseur, en général le poids des équipements, leur prix, ce sont des choses qu'on devrait déjà retrouver dans ce type de maquette niveau 2. Alors, on se rend bien compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, puisque souvent, quand on est dans le marché public, déjà, on n'a ni les fournisseurs, donc ni les prix. On garde au moins le poids, parce que souvent, les maîtreurs ou autres en ont besoin afin de pouvoir savoir quel poids font les luminaires qui vont être suspendus en tant que charge sur les dalles ou autres, ou pour les centrales d'air, ainsi de suite. Donc la notion de poids, elle est conservée parce qu'elle est utile pour tous les corps d'état autres que le corps d'état considéré. Ça, c'est déjà la première notion. Qu'est-ce qu'on trouve comme données paramétriques dans ces objets? Après, normalement, on se rend compte qu'en niveau 2, le format d'échange devrait être de l'IFC et on devrait vérifier également que toutes les données paramétriques sont bien passées dans le format IFC. Donc c'est là où les fichiers de mappage ou autres doivent être correctement réalisés, de telle sorte qu'on soit sûr que toutes les informations que chacun a besoin se trouvent bien au niveau de cet IFC. Donc là, c'est le travail primordial des BIM managers, de vérifier que vous avez fait le bon mappage, que vous avez utilisé les bonnes tables de correspondance pour faire vos exports IFC. Et ce travail de fond, comme il nécessite soit un BIM manager performant ou soit un BIM manager qui soit équipé déjà d'outils un petit peu sophistiqués. Pourquoi? Parce que imaginez un projet
un projet assez classique, hein, il y a facilement la maquette archi, la maquette structure, les maquettes des lots techniques. Donc vous aurez au minimum entre 6 et 8 maquettes si ces maquettes sont uniques par lot. Mais vous avez des cas un petit peu plus particuliers où déjà l'architecte a décomposé sa propre maquette en plusieurs maquettes. Moi, je pense à des cas précis de projets où on a une maquette site, on a une maquette générale et on a une maquette des cloisons. Et dans certains cas, on a même des maquettes spécifiques pour les façades. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours les mêmes intervenants. Donc on se rend compte que là, on n'est plus à 5 ou 6 maquettes, on peut se trouver jusqu'à 10 maquettes, que chacun va envoyer une fois par semaine afin que ces maquettes soient réagglomérées tout ensemble. Si 10 maquettes doivent être contrôlées, ça demande déjà un certain temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est que toutes ces maquettes sont envoyées le vendredi, elles sont contrôlées le week-end, et vous avez les remarques qui commencent à arriver le lundi sur ce qui ne va pas. Et certaines maquettes n'étant pas bonnes, vous n'avez pas pu les utiliser. Et on met encore quelques jours pour les corriger, les rectifier, les renvoyer ou autres. Et on se rend compte qu'on passe plus de temps à gérer ce problème de cohérence dans les maquettes ou de choses qui ne vont pas qu'à réellement travailler. Et c'est pour ça que le niveau 2 BIM souvent se réalise que en RVT, en tout cas pour les gens qui doivent échanger régulièrement de façon hebdomadaire. Pourquoi? Parce que ça leur simplifie déjà la vie et ça leur économise toutes ces notions de vérification d'IFC, de contrôle d'IFC et d'être sûr que les données qu'ils ont envoyées soient correctes. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens, le vendredi soir, n'ont pas bien le temps. Ils font un export IFC sans vérifier et ils ne sont pas sûrs que finalement, ce qu'ils ont envoyé soit correct et ils n'ont pas le temps de vérifier. Donc, le plus simple, souvent, c'est de travailler que en RVT. Alors, le niveau 2, voilà, on a aussi pas mal de sous-entendus. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, que toutes ces informations, elles ont bien été combinées ou unifiées par rapport à la maquette de référence. Ce qui est primordial, bien sûr, c'est-à-dire que toutes vos données de géoréférencement soient correctes et que toutes ces maquettes, une fois qu'elles sont transformées en IFC, soient bien compatibles et qu'elles aient bien toutes le même point d'insertion, ainsi de suite. Alors là aussi, au début, ça pose pas mal de problèmes entre les divers intervenants et ça nécessite souvent quelques semaines d'adaptation pour certains, ceux qui n'ont pas encore bien l'habitude, pour faire en sorte que toutes leurs maquettes soient bien exportées au bon format et qu'elles se superposent de façon correcte. Alors, on parle également souvent, à ce niveau de maturité, d'échanges. Alors, pour l'instant, on n'a parlé que d'échanges unidirectionnels. C'est-à-dire que vous faites un IFC, vous l'envoyez, et cet IFC n'est pas complété par des données particulières et ne vous est pas retourné. Dans ce cas-là, on aurait eu un échange bidirectionnel. Et là, certains travaillent de cette façon-là, c'est-à-dire que vous envoyez de la donnée en IFC, votre maquette IFC est enrichie. Alors, ça peut très bien être un maîtreur qui rajoute des données au niveau de cette maquette. Et vous êtes capable de lire les données complémentaires qui ont été ajoutées à cette maquette IFC et vous êtes capable de les réintégrer dans votre propre maquette. Alors, le mode bidirectionnel nécessite des logiciels un petit peu différents et pour l'instant, la plupart des gens ne travaillent qu'en mode unidirectionnel. Alors, ce qui est également important, c'est que les données principales d'architecture et que le découpage de ce projet soit le plus clair possible, de telle sorte que, bien sûr, toutes les données qui sont envoyées aux différents prestataires sur le projet soient faites sous la même forme. Vous imaginez que si les zones ou le découpage, les zones de définition haute ne sont pas tout à fait respectées par chacun, la communication devient très difficile et il y a un petit peu d'incompréhension les uns envers les autres. Alors c'est pour ça que par exemple,
et ça, moi, je l'ai vécu et mal vécu sur certains projets. La première chose, tous les niveaux doivent être bien définis en fonction des bâtiments ou en fonction du découpage du projet, car dans le même projet, on peut très bien avoir des niveaux 1 à des altimétries topo qui peuvent être différentes en fonction du dénivelé du terrain. Donc, il faut bien que les quadrillages correspondent, donc que les zones de définition de chacun des quadrillages et de chacun des bâtiments soient clairement définies. Alors là aussi, c'est un travail de groupe, c'est un travail de fond. Le BIM Manager, normalement, devrait régler ces problèmes et c'est rarement le cas. La plupart des très gros projets sur lesquels j'ai travaillé, on se rend compte que chacun fait un petit peu ses zones de définition pour faire un petit peu son découpage interne et donc après faire ses mises en page parce que bon, chacun fait un peu des économies de papier, on ne travaille pas tous de la même façon et finalement le rendu n'est pas homogène pour chacun. Alors là aussi, il faut être assez clair. Dès qu'on voit des différences par rapport à la charte BIM, il faut tout de suite le faire remonter au BIM Manager et lui demander que ce soit lui qui impose ce découpage et que les zones de définition soient claires afin qu'on puisse s'y retrouver très facilement. Autre chose, alors là, qui est aussi très complexe, c'est de faire en sorte que les pièces qui sont créées par l'architecte correspondent bien à des objets qui seront convertissables en espace. Moi, j'ai vu de très grands cabinets d'architecture qui n'avaient jamais utilisé la notion espace. Pourquoi? Parce qu'eux ne travaillent qu'avec des pièces. Mais ils ne s'étaient jamais rendus compte que leur façon de travailler empêchait ces pièces à devenir des espaces au travers de Revit par le module interne spécifique à Revit. Donc, si les utilisateurs derrière ne peuvent pas créer d'espace, là, ça devient très compliqué puisque tous les lots techniques, eux, ne peuvent pas utiliser la notion d'espace et on va se trouver très rapidement dans des problèmes très complexes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas créer ces zones de CVC, on peut pas créer, il y a plein de choses qu'on ne pourra pas créer si on n'a pas cette notion d'espace. Donc, ce qui est très important, c'est de bien vérifier tout de suite que les pièces doivent être converties en espace et que vous puissiez récupérer toutes les informations. Il faut savoir que quand vous êtes avec des maquettes liées, les pièces, donc vous, elles sont en lien par rapport à ce qui est dans la maquette architecte. Et si sur ces pièces, des paramètres partagés ont été ajoutés, quand vous allez récupérer, vous, ces données qui viennent des pièces, tout ce qui est lié à des paramètres partagés vont avoir des valeurs qui sont vides. Pourquoi? Parce que on va dire que Revit, avec sa notion de lien, crée une espèce de filtre au travers duquel on ne voit pas les données spécifiques de l'architecte. Donc dans ces cas-là, vous êtes obligé de faire un export vers Excel depuis la maquette architecte, de telle sorte que toutes les données qui sont référencées sur des paramètres partagés puissent être exportées. Et vous récupérez dans des pièces que vous aurez recréées, vous réinjectez dans vos maquettes ces données complémentaires que vous n'avez pas. Et après, vous vous retrouvez donc avec les pièces, avec leurs bons paramètres partagés, et vous pourrez donc les convertir à nouveau en espace. Et là encore, certains paramètres ne vont pas suivre entre la notion de pièce et la notion d'espace. Et là encore, il vous faudra des applications extérieures ou du Dynamo pour réinjecter ces données complémentaires depuis les pièces vers les espaces. Alors déjà, vous vous rendez compte que le travail en BIM de niveau 2 nécessite déjà pas mal d'utilisation d'API, de Dynamo ou autres, afin que les données soient homogènes pour chacun. Et là, tout de suite, on se rend bien compte que, en fonction du niveau de connaissance des différents lots, vous aurez certains lots techniques qui auront les compétences de le faire, et vous aurez des lots secondaires qui, eux,
n'auront peut-être pas tout à fait les mêmes compétences et ne seront pas capables de récupérer toutes ces informations. Alors, j'étais là, voilà. Donc, je reviens sur le fait que donc, tous les acteurs ont bien leur propre modèle et le font évoluer. Alors, deux caractéristiques fondamentales, là encore, apparaissent. C'est que la maquette numérique de référence, elle est couplée à des informations qui sont liées à des composants. Alors, dans ces cas-là, on appelle ça aussi le modèle fédéré, c'est que les échanges de données, il faut que ce soit des... excusez-moi, il faut que ce soit donc un échange commun et de faire en sorte que ces données donc, puissent évoluer, tout ce qui est en données communes puisse être transféré d'une maquette à une autre sans problème. Alors, la définition commune des échanges nécessite donc qu'il y ait des formats et des niveaux de maturité et des niveaux de coordination qui sont faits de façon cohérente. Alors ça, c'est le niveau aujourd'hui qui est le plus utilisé. Donc ici, je reprends les deux niveaux auxquels je vous ai parlé, qui sont avec l'échange unidirectionnel ou l'échange bidirectionnel. Alors, c'est juste un petit éclaircissement par rapport à ce que j'ai pu vous dire au niveau des données et les échanges. Donc l'échange IFC dans un seul sens ou l'échange IFC dans les deux sens avec retour automatique d'informations. Alors là, le plus simple, c'est obligatoirement bien sûr d'avoir des plateformes type BIMX pour Archicad ou BIM pour 160 pour tout ce qui est autour des produits Autodesk. Alors, ce n'est pas le plus utilisé en le bidirectionnel à ce jour, justement parce qu'il y a peu de gens encore qui utilisent ces plateformes-là. En conclusion, donc, ce BIM de niveau 2, un certain nombre de processus qui sont mal définis. Donc, qui dit un process mal défini, dit des accros entre les intervenants. Des choses mal comprises, et souvent, ça porte à discussion, et bien sûr, perte de temps, réunions complémentaires, des mises au point avec le BIM manager, et souvent vous vous rendez compte que certains BIM managers n'ont pas non plus compris toutes les ficelles de certaines méthodes ou autres, ou ne connaissent pas vos propres méthodes de travail. Et dans ces cas-là, il y a des mises au point qui doivent être faites rapidement, et souvent on commence à voir apparaître des process avec des méthodes agiles qui nécessitent donc des tests, des contrôles et un suivi au cours du temps des méthodes de chacun. Alors, on n'est pas très au fait, nous, dans nos métiers, de ces méthodes agiles ou autres, hein, mais de plus en plus, je pense que sur les gros projets, ce sera indispensable. Alors, ce BIM de niveau 2 autorise déjà la notion 4D et 5D. Alors, ça nécessite aussi, bien sûr, des structures de données tout à fait standardisées et des processus dont la définition est le plus claire possible. Et bien sûr, que le contrôle des échanges soit le plus simple possible. Alors, dans ces cas-là, le BIM manager souvent met en place des procédures particulières et c'est lui qui effectue ces contrôles sur vos propres maquettes et qui vérifie que les données sont correctement remplies, et il vous retourne tout ce qui peut manquer et vous, au fur et à mesure, vous corrigez, vous complétez et vous ajoutez toutes les données supplémentaires qui sont nécessaires à la maquette. Alors, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu, moi, de maquette en exé, en 4D. La partie 5D, elle est utilisée. Pourquoi? Parce que souvent, le maîtreur en a besoin, donc on peut déjà intégrer cette notion de 5D. Mais la notion de 4D, je l'ai encore rarement vue en
en exploitation sur des chantiers. Et une fois qu'on a passé tous ces problèmes qui sont liés au niveau 2, on arrive donc au BIM de niveau 3. Alors, la grande différence ici, c'est qu'on travaille avec une maquette de référence qui est unique et elle est fournie à chacun des acteurs au travers d'un serveur ou d'un BIM 360 hein, et chacun des acteurs va se connecter à cette maquette et va ajouter ou modifier ce dont il a besoin. Et là, il faut une rigueur extraordinaire. Pourquoi? Parce que comme tout le monde travaille dans la même maquette, vous vous rendez bien compte que vous êtes capable, dans la maquette, de déplacer des portes, de déplacer des fenêtres ou des choses qui ne vous arrangent pas, sans demander vraiment l'avis des autres. Alors, dans ces cas-là, il faut absolument que le BIM Manager mette en place des niveaux de modification possibles, c'est-à-dire de donner des droits à certaines personnes de modifier certains types de données et pas à d'autres. Donc là, il y a toute une gestion qui doit être faite au niveau des droits sur les modifications. Et on ne se rend pas bien compte, mais ça implique souvent pas mal de perte de temps. Pourquoi? Parce que des fois, vous ne savez pas pourquoi vous n'avez pas le droit de bouger un objet qui vous croyez vous appartenir. Vous avez posé un luminaire, par exemple, c'est à vous de le poser. Une fois que vous l'avez posé, ben, vous n'arrivez plus à le modifier. Alors, vous allez appeler le BIM Manager. Pourquoi? Les droits vont être corrigés. Bon. Et ce travail sur la maquette nécessite une grande compétence des BIM Managers et de ceux qui gèrent ces plateformes. Alors là aussi, ça nécessite donc un niveau de compétence supérieur à toutes les équipes sur ce type de travail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore peu de projets en BIM de niveau 3, surtout des très gros projets. En BIM de niveau 3, on arrive à avoir des projets de taille moyenne. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus faciles à gérer par rapport à des projets très lourds. Je prends un des projets comme j'ai pu suivre moi sur l'aéroport de Marseille ou autre. Ça aurait été inenvisageable en BIM de niveau 3 vu la complexité et le nombre d'équipes qui travaillent dessus. La gestion des droits aurait été tellement lourde que c'était un petit peu compliqué. Donc, pour l'instant, on arrive à trouver du BIM de niveau 3 dans le monde de l'industrie. Dans tout ce qui est aéronautique, automobile, toutes les grosses industries chimiques, eux travaillent de cette façon-là. Pourquoi? Parce que dans la finalité, ils ont besoin d'une maquette pour faire du process. Et c'est un bâtiment de process et c'est le client finalement qui fait construire un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a un process particulier et il va suivre ce process jusqu'au bout. Et c'est le client qui souvent va gérer les modifications des locaux, ce n'est pas directement l'architecte, c'est-à-dire que c'est le client qui va donner ces modifications à l'architecte, qui va donner ces modifications aux différents corps d'État, et il fait un petit peu le chef d'orchestre, mais il veut une maquette, lui, finale, qui va lui servir pour toute la durée de vie de son usine. C'est-à-dire qu'il va avoir la maintenance, il va avoir toute la partie gestion de son immobilier également. Donc, dans ce cas-là, on comprend bien qu'une maquette unique, pour lui, c'est intéressant. Il se serait retrouvé avec 10 ou 20 maquettes qu'il aurait fallu qu'il gère de façon très désordonnée, comme on peut l'être dans le niveau 2. Là, ça aurait été très compliqué pour lui. Donc, on comprend mieux pourquoi l'industrie et toute la notion de PLM est vraiment spécifique à ces grosses industries. Pourquoi? Parce que eux, ils ont déjà depuis bien des années intégré même l'utilisation d'autres logiciels que Revit ou Archicad. Des logiciels qui sont beaucoup plus préparés à ce type d'utilisation. Alors, le niveau 3 est quelque chose qui va être mis en place dans certains projets, qui a certains avantages. Si l'équipe a les compétences et les capacités de suivre ce projet,
ça va simplifier la notion de maquette DOE. Pourquoi? Parce que comme tout le monde va travailler sur la même maquette, la maquette DOE se monte au fur et à mesure et on va se retrouver avec une maquette qui va correspondre à ce qui a réellement été exécuté. Ce qui est loin d'être le cas dans le niveau 2. Dans le niveau 2, vu la complexité, le montage des maquettes ou autre, si vous voulez obtenir une maquette DOE, ça va être assez complexe de pouvoir réinjecter toutes les maquettes qui ont été montées les unes à côté des autres et faire en sorte que ces maquettes correspondent à quelque chose. Le premier exemple est très simple. Vous, en France, compte tenu de la loi MOP, vous avez un architecte qui va dessiner son bâtiment et vous avez un lot de structures qui va dessiner ses poutres, ses murs, ses dalles en fonction de ses propres calculs. Il va revoir légèrement l'espacement de ses poteaux, il va voir les épaisseurs de ses poutres, et il va dire à l'architecte, ben voilà, mon calcul nous amène à avoir telle structure. Il faut donc recaler le bâtiment par rapport à cette structure. Et là commencent les problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai rarement vu une maquette architecte collée à 100% à la maquette structure. Alors, c'est quand même un petit peu dommage, mais malheureusement, c'est la réalité. La maquette structure, c'est elle qui va regrouper tout ce qui est réservation béton. L'architecte, très rarement, réintègre toutes les réservations dans sa propre maquette. Et là, on rentre à nouveau dans d'autres problèmes, gestion des clashs. Bon, c'est le niveau 2 est pratique parce qu'il est facile à mettre en œuvre, mais peut devenir très complexe dans la vie des différentes maquettes. Et je ne parle pas de la maquette DOE finale qui devrait être produite. Et je dis bien devrait être produite, parce que là encore, si le BIM manager n'a pas clairement écrit qui faisait la maquette DOE, ben personne ne va la faire sur le projet et le client va se retrouver avec des maquettes qui ne seront pas finalement transformables facilement en maquette DOE. Et de la maquette DOE, on parle aussi souvent aussi de la maquette DEO, telle qu'exécutée. Et là, on est encore aussi très loin du compte. Alors, le niveau 3, en principe, devrait ajouter une notion supplémentaire qui est la notion 6D, et on va également normalement jusqu'au cycle de vie. C'est-à-dire qu'il aurait fallu également normalement intégrer toutes les notions de déconstruction. La notion de cycle de vie, c'est on construit le bâtiment, mais on a prévu aussi sa déconstruction. Alors là, pour l'instant, on a encore très peu de projets qui vont jusqu'au développement durable, avec toutes les notions d'analyse énergétique et autres. Ça, c'est encore quelque chose qui est pas tout à fait encore mûr dans nos ingénieries en France. Mais on commence tout doucement à le voir. Et c'est là où on gagnera du temps, bien sûr, parce que c'est là où on commencera à optimiser au mieux quand on aura des outils communs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand vous allez avoir une maquette, il va falloir envoyer cette maquette vers un outil Gretec pour faire des calculs de structure. Il va falloir faire des exports vers des logiciels type ClimaWin pour faire des analyses énergétiques. Bon. Et ces échanges, aujourd'hui, ne se font pas dans une compatibilité totale. Et c'est souvent des échanges avec des transferts d'informations et autres. Et ce qui fait que, pour l'instant, c'est assez complexe. On est en BIM niveau 2, c'est pas très simple. Mais le problème sera le même à peu près avec du BIM niveau 3. Pourquoi? Parce que ces échanges vers les outils extérieurs, vous aurez là aussi besoin de les faire. Donc là aussi, dans le BIM de niveau 3, il se décompose en 3A et 3B également. Là, le découpage est fait tout simplement par la notion de savoir si vous êtes sur un serveur ou si vous êtes sur un cloud. Donc là, c'est deux notions qui sont assez simples à comprendre, c'est-à-dire que soit le client a mis en place un serveur spécifique, ou soit il utilise un cloud Team BIM 360. Donc là, la distinction est moins importante que par rapport à celle qu'on avait tout à l'heure en BIM de niveau 2.
Au niveau des échanges de documents, là, c'est direct puisque vous travaillez sur la maquette numérique et toutes les entreprises sont en réseau vers ce cloud. Donc là, c'est très simple. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le niveau 2, vous avez différentes maquettes qui ont du mal à se coordonner toutes entre elles. Pourquoi? Parce que chacun des intervenants va tirer un petit peu de son côté. Bon. Le revers de la médaille du BIM niveau 3, c'est que comme tout le monde est dans la même maquette, là, il faut des gendarmes à tous les coins de rue. Pourquoi? Parce que c'est chaque opération qui va être faite dans cette maquette doit être pensée correctement. C'est-à-dire que votre travail doit être constructif et ne doit pas venir saccager le travail des autres. Si vous avez besoin que la porte elle se décale de 10 cm d'un côté, puis qu'un autre a besoin qu'elle se déplace de l'autre côté, c'est infernal, quoi. Personne ne va arriver à se mettre d'accord comme il faut, et personne ne va penser à des notions qui sont liées à des notions d'évacuation, de cheminement, d'évacuation des fumées, des choses comme ça. Il y a des longueurs, il y a des normes particulières pour chacun. Donc personne n'aura une vision globale et ça peut être compliqué aussi même en niveau 3. Donc là, en conclusion, donc, cette mise en œuvre, que vous soyez donc en BIM niveau 2 ou niveau 3, a des avantages et des inconvénients. Mais dans tous les cas, de toute façon, ce qui est très important, c'est qu'on se rend compte que si en BIM niveau 3, vous n'avez pas une maîtrise d'œuvre très très forte, parce que la responsabilité de chacun, elle doit être vraiment très précisément définie. Ça ne peut pas marcher. Et il faut également que les process de travail soient le plus clairs possible pour chacun des acteurs. Et dans ce cas-là, la maquette de niveau 3, elle va bien fonctionner si vous avez donc un bon BIM manager, derrière des BIM coordinateurs dans chacune des spécialités pour la maîtrise d'œuvre qui vont être impliqués, vous arrivez à faire une maquette très cohérente où la gestion des échanges va se faire de façon satisfaisante. Et ça devient plus dur sur les très très gros projets parce que le nombre de problèmes va d'autant plus se compliquer. Alors, aujourd'hui, on a la charnière entre ces deux mondes sur un BIM de niveau 2 qui est en train de trouver sa maturité et un BIM de niveau 3 qui pour l'instant se cherche un petit peu et n'arrive pas vraiment encore à démarrer. Mais déjà, on se rend compte, comme je vous le disais tout à l'heure, que ces classifications niveau 2, niveau 3, aujourd'hui, on est entre le 2 et le 3 sur certains projets. Il y a plein de projets où c'est une méthode un petit peu hybride qui se met en place. C'est-à-dire que l'architecte, lui, travaille en niveau 3 et les autres intervenants vont travailler en niveau 2. Et en fonction de ces méthodes, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc on se rend compte que de classifier de façon trop cloisonnante les niveaux 2, les niveaux 3, ce ne sera pas l'avenir. Donc une nouvelle catégorie doit être mise en place, ou des nouveaux process de travail doivent être mis en place, et c'est l'objet des normes actuelles et des différents organismes qui travaillent sur ces projets-là. Et l'avenir, on se rend compte aujourd'hui, d'après les derniers travaux qui ont été effectués, surtout par les Britanniques à ce jour, on parle déjà de niveau 4, et voire même dans certains cas de niveau 5. Et là, il y a d'autres notions qui sont prises en compte, et on se rend compte que c'est plus cohérent de réfléchir avec des cloisonnements un petit peu plus larges, avec d'autres notions, et on se rend compte de plus en plus que l'intelligence artificielle vient de plus en plus s'intégrer dans nos maquettes. Déjà, les versions 2021 de Revit commencent à amener des notions qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent sur l'assistance à optimiser la disposition de vos bureaux. Il y a aussi la possibilité d'optimiser la lumière du jour.
Et ça se fait de façon automatique. Donc, cette intelligence artificielle, dans les prochaines années, va bouleverser un petit peu plus notre façon de travailler et va nous amener sur des niveaux qui sont plus proches d'un niveau 3, voire même d'un niveau 3 évolué. Mais peut-être que certains seront quand même en niveau 2 au milieu de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra plus parler de niveau 2 ou de niveau 3. On parlera plus tard de process, on parlera d'une façon de travailler qui sera différente et qui pour l'instant n'est pas encore normalisée. Donc c'est la méthode de travail de chacun ces dernières années, surtout sur les grands groupes, qui va tout doucement faire émerger de nouvelles méthodes de travail qui pour l'instant ne sont pas encore clairement définies. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas clairement connues et elles sont plus à l'essai dans les différents grands groupes. Alors aujourd'hui, des gens comme Trimble travaillent de très près avec Autodesk et il y a des choses qui sont en train d'émerger, mais elles sont prévues pour cette fin d'année 2020 qui seront certainement reportées plutôt à 2021 compte tenu du retard qu'on a pu prendre compte tenu des événements actuels. Donc voilà un bref aperçu de ce que sont finalement les problèmes rencontrés. S'il y a des questions autres, je suis à votre écoute. Alors merci du coup Daniel pour la présentation. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Juste petite, si tu peux aller juste sur la slide d'après. Oui. Voilà, nickel. Du coup, pour rappel, du coup, pour ce live, du coup, F3DF, vous pourrez retrouver du coup Daniel sur différentes formations, comme la partie gestion de projet BIM. Vous pourrez le retrouver du coup sur des sessions en regroupement ou sur des sessions du coup individualisées ou d'accompagnement. Pour ce faire, du coup, n'hésitez pas à nous contacter comme d'habitude. On n'a pas changé de ligne. Je vous l'ai redit une autre fois, mais je pense que vous l'avez. C'est le 09 80 68 26 08 ou sinon par mail, l'adresse hello@f3df.com. Je crois qu'il y a encore deux petites slides. Oui, alors voilà. Voilà. Du coup, pour rappel, les offres du coup, que vous pourrez retrouver par rapport aux formations. Donc, on a pas mal parlé du logiciel Revit. Les Revit, c'est quand même le logiciel un petit peu phare pour mener des projets BIM ou du moins pour les réaliser. Donc ça, vous pourrez retrouver des formations en inter, en personnalisé ou en e-learning. Pareil, on a d'autres solutions qui sont concernent par contre moins cette partie du coup du BIM comme Fusion ou 3ds Max. Hop, si tu peux aller sur la dernière slide. Voilà, et petit rappel simplement sur la partie collection AEC. Pour rappel, c'est notre collection e-learning. Vous pourrez retrouver l'ensemble des modules qui vont vous permettre de monter en compétences, que ce soit sur les logiciels Revit ou bientôt, bien sûr, le BIM. Alors du coup, pour une petite synthèse par rapport à cette présentation, du coup, le BIM niveau 2, comme vous l'avez compris, c'est principalement en fait, chacun a sa maquette, mais on va utiliser des objets paramétriques, histoire d'avoir une sorte d'unité dans le groupe et dans la représentation. Le BIM niveau 3, un peu plus complexe, parce que là, du coup, c'est vraiment une maquette unique où chaque intervenant doit intervenir dessus. Et là, c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup de civisme. Il faut être vraiment très régulier au niveau de la convention BIM. Oui, au niveau de la convention BIM, être bien réglo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la réalité, on est plus sur un hybride, comme tu l'as dit, où c'est vraiment l'architecte qui va modéliser l'intégralité du projet et on va plutôt fonctionner par sous-projet pour coller plus à la partie réalisation du chantier. Voilà, oui. Après, en plus, ça se décline en fonction on va dire les lots secondaires interviendront beaucoup moins que les lots techniques principaux. Voilà. Donc après, il y a des notions qui peuvent être différentes en fonction de l'importance du lot au niveau de la maquette. Okay. J'ai une question intéressante dans le chat qui me disait, par exemple, pour la gestion. Donc, tu as réalisé ton bâtiment, la construction est finalisée. Maintenant, on va passer donc à son entretien, on va dire, dans le temps. Oui. Là-dessus, on va s'appuyer sur une maquette de quel niveau? Alors, justement, c'est là où le niveau 2 pêche un petit peu. C'est-à-dire que dans la théorie, si on regarde au niveau de la norme, une fois qu'on a terminé sa maquette en niveau 2, et quand on a terminé sa maquette, c'est pas tout à fait sa maquette, c'est-à-dire que quand chacun a terminé chacun sa maquette, à un moment donné, elles doivent être toutes agglomérées en une seule maquette. Malheureusement, aujourd'hui, cette notion étant mal définie,
ce regroupement de toutes les maquettes en une seule, souvent c'est pas clair et personne ne le fait. Et c'est là où je dis, on ne retrouve pas la maquette DOE. C'est-à-dire que la maquette résultante finalement du projet, qui devrait être unique, qui devrait servir donc à la gestion, à la maintenance ou autre, comme c'est pas bien défini, si le client n'est pas assez attentif, il va se retrouver avec des maquettes qui vont lui être fournies, et ce sera à lui de monter cette maquette DOE, ce qui est pas très logique. Et là, on va retrouver après de nouveaux problèmes, c'est-à-dire que si ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment au fait de chacune des maquettes, qui monte la maquette, peut oublier des choses ou peut pas se rendre compte de certains problèmes. Et cette réalisation de maquette globale, finale, qui va servir à la gestion, elle n'est pas suffisamment correcte. Alors, heureusement, on va dire, aujourd'hui, comme la notion de gestion de bâtiment est plus simpliste finalement que la gestion globale de la maquette, le client finalement il a besoin d'une maquette où il n'y a pas besoin de toutes les données. Alors il va monter finalement une maquette pour sa gestion qui va être une maquette, on va dire, plus simple, simplifiée, c'est-à-dire qu'il aura peut-être la maquette architecte, la maquette de certains objets, mais il n'aura pas le détail de toute la notion électrique, il n'aura pas le détail de toute la notion CVC ou de plomberie, parce que ça, il s'en fiche un petit peu. Lui, il va vouloir avoir une maquette de gestion qui va lui servir pour sa maintenance. Savoir s'il a bien tous les coudes de tous les tuyaux ou autres, il s'en fiche. Lui, il va vouloir savoir quel type de lavabo il a, qu'est-ce qu'il va devoir changer. Donc, pour réaliser voilà, sa maintenance. Pour réaliser sa maintenance. Donc souvent, voilà, on va se retrouver avec une maquette de gestion qui est une maquette globale, mais fortement allégée. Okay. Et ça dépend finalement de ce que le client souhaite. Il y a des clients qui vont être très très pointus parce qu'ils vont être, on va dire, des industriels. Donc là, ils vont vouloir beaucoup de détails. Et puis d'autres, ils vont juste avoir besoin de niveau, de savoir quel type de porte, quel type de serrure, parce qu'ils vont faire de la maintenance classique, quoi. Ok. Daniel ? Voilà. Oui. Salut Sébastien. Oui, bonjour. Dis-moi, je t'interpelle juste pour un truc. Donc, qu'est-ce qui va définir? Est-ce que c'est le BIM Manager ou l'AMO quand ils vont définir la charte BIM qui va mettre en place justement ces impératifs de DOE ou ça va se mettre en place? Cet impératif, c'est au client d'être clair sur ce qu'il veut à la fin. Si le client n'est pas clair, alors s'il n'a pas les compétences BIM, c'est au BIM Manager de lui dire qu'est-ce qu'il va obtenir. Mais le client, finalement, c'est lui qui va imposer ce qu'il va avoir besoin. Donc, si le client sait très bien ce qu'il veut dans sa maquette DOE, la charte BIM va être très claire. Ça va être simple à faire. Si le client ne sait pas ce qu'il veut, le BIM Manager va essayer de mettre ce qui lui semble logique. Des fois, il va même trop loin ou autre. Et là, on se retrouve avec quelque chose où personne n'est content parce que tout le monde aura fourni beaucoup plus de travail. Et le client, finalement, il voulait quelque chose de très basique. Et donc, le client, finalement, il va se retrouver avec quelque chose de trop compliqué. On aura demandé trop de travail à tout le monde. Et finalement, le client, au bout du compte, il ne veut pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, la première chose qui est importante, c'est que le client, final, la maîtrise d'ouvrage, soit très claire sur ce qu'elle veut faire de sa maquette. Et le but, c'est du BIM Manager. Voilà, le niveau de compétence du BIM Manager va faire la grosse différence à ce niveau-là. Et un projet, par exemple, sur lequel je reviendrai dans les prochains, dans les prochains webinaires, qui est actuellement en construction là sur Lyon, je vous en avais déjà parlé en formation, le maître d'ouvrage a ses propres compétences. Il a son équipe de BIM Manager. Mais il a quand même pris la peine de prendre un AMO BIM. Donc déjà, la maîtrise d'ouvrage, ils ont deux équipes d'AMO BIM. On va dire. Il y a l'AMO plus leur propre équipe. Derrière, l'architecte a également son BIM Manager. L'équipe de maîtrise d'œuvre a pris encore un AMO BIM particulier. Et donc, on se retrouve avec déjà, on va dire, 4 BIM managers principaux qui, derrière, coordonnent une dizaine de BIM coordinateurs. Donc là, les choses peuvent être très claires.
Si on a un bon chef d'orchestre comme il y a sur ce projet-là, je peux vous dire que les problèmes sont assez vite réglés, mais le niveau monte très vite. Moi, souvent au début, c'est des collègues qui étaient chefs de projet qui allaient en réunion. Très vite, ils m'ont demandé de les accompagner. Pourquoi? Parce que ça partait dans tous les sens et chacun a amené sa petite pierre, alors qu'il fallait tout de suite ramener les choses à la réalité. C'est OK, qu'est-ce que veut le client? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? L'architecte, d'accord. Et moi, je me retournais toujours vers l'architecte, puisque c'est souvent lui le chef d'orchestre, en tout cas dans les équipes de construction. Et l'architecte, souvent, elle me regardait comme ça, et puis elle me disait, bon, j'ai pas tout compris, là, ça sous-entend quoi? Ben, moi, je lui disais, c'est simple, ça sous-entend qu'un de tes projeteurs doit travailler une semaine de plus sur tel sujet. Ah ben non, là, je suis pas d'accord. Puis alors, on en rediscutait avec le client, tout, et puis finalement, elle se rendait compte des heures de travail qui allaient s'accumuler. Et c'est toujours là, finalement, c'est l'argent qui dirige tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder, il ne faut pas dire seulement, oui, on est tous d'accord, on va faire ça. Non, c'est qu'est-ce que veut le client et nous, quel est le minimum qu'on doit fournir pour que le client soit satisfait. Et tant qu'on reste dans ces critères-là, on arrive à faire travailler les équipes en bonne harmonie. Finalement, Si, ça rejoint pas mal la méthode agile, parce que si je oui, dis pas de bêtises, la méthode agile, en fait, c'est quand le client est vraiment au cœur du projet et qu'en fait, on va pas planifier en fait l'ensemble du projet à l'avance. On va d'abord faire en fait des une étapes, révision globale oui, et après on fait des étapes, c'est-à-dire en tout fait à fait. plan, construction, plan, construction, plan, construction, au lieu de Non. faire que du plan et toute la construction. C'est pour ça que je me suis permis de parler de méthode agile tout à l'heure. Ouais. Dans nos métiers, nos bureaux d'études d'ingénierie classique, on n'est pas au fait du tout de ces méthodes-là. Mais malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le client, des fois, il n'a pas toutes les données en main. Il ne sait pas encore quel logiciel de gestion il va utiliser. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vers des choses qu'il ne connaît pas. On lui dit au client, OK, on a intégré le fait que vous alliez prendre un logiciel de gestion. Pour l'instant, on ne fait rien dans ce domaine-là. Mais dès que vous aurez choisi, votre appel d'offres est fini, vous le sélectionnez, il vient en réunion, on se met d'accord sur ce que vous voulez et on avance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tout définir à l'avance. Il faut le faire par étapes et vérifier que chaque étape est bien franchie avec ce qui est vraiment demandé. Et quand je dis chaque étape, c'est-à-dire que souvent, on se retrouvait, nous, avec des réunions qui étaient tous les 15 jours, 3 semaines. Et là, on était productif. Ça ne servait à rien de faire des réunions toutes les semaines au niveau de la MOBIM, quoi, hein. Il faut prendre les grands sujets. À un moment donné, on s'est posé la question pour le mappage des IFC, quelles données on allait intégrer au niveau des IFC. Au bout d'un moment, je leur ai dit, mais attendez, on parle d'IFC, pour l'instant, on fait que des échanges revite. Donc, quand vous serez au clair sur ce que le client veut ou autre, au niveau des IFC, on le fera. Pour l'instant, on n'en parle pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance tout doucement, c'est-à-dire que c'est pas qu'on élude, mais c'est que ça sert à rien d'avancer en aveugle dans une voie qu'on ne maîtrise pas. Vaut mieux rester clair, précis et d'avancer au fur et à mesure. Mais il faut le faire par étapes. Pourquoi? Parce que si on attend la fin aussi, là, souvent, c'est trop tard. Les gens ne veulent plus réintégrer dans les maquettes des données qu'ils n'ont jamais mis. Et ça peut devenir insoluble, quoi. Donc c'est pour ça que les méthodes agiles sont bien. Pourquoi? Parce qu'elles imposent finalement des étapes transitoires avec des buts à atteindre. Le but, il est atteint, pas atteint, pourquoi? On voit le client, on fait le retour, et on est capable comme ça, au travers de ces différentes étapes, de le faire, d'arriver à une maturité plus grande. Pourquoi? Parce que chacun aura mieux compris quels sont les impératifs de tous. Et le client, finalement, il va peut-être des fois même changer d'avis sur le logiciel de gestion qu'il voulait prendre, parce qu'il va se rendre compte qu'il peut faire plus. Voilà, donc c'est des discussions qui vont varier en fait au fur et à mesure de l'avancement du projet. Voilà, Okay. et puis de la maturité de connaissance des gens qui sont au bout, hein. C'est-à-dire que la maîtrise d'œuvre, il faut vraiment qu'ils soient très compétents. Et malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur le projet dont je vous parlais tout à l'heure, il faut savoir que c'est le Grand Lyon qui gère la partie BIM. Donc c'est un projet spécifique de laboratoire, mais c'est le Grand Lyon qui a mis sa compétence en BIM à cet organisme de laboratoire pour qu'il puisse arriver à quelque chose de cohérent. Donc là, bien sûr, c'est pas le même niveau, quoi. On se retrouve tout de suite avec des gens qui ont des compétences BIM normalement beaucoup plus larges.
faut s'adapter en fonction des différents acteurs qu'on va retrouver sur le projet. Voilà. J'avais vu une nouvelle question du coup de Pierre qui demandait donc par rapport aux plateformes collaboratives, donc pour échanger au Oui, niveau des maquettes, comme on le sait, il y a l'État qui a mis en place la plateforme Croquis. oui. Euh, Quel est ton retour d'expérience par rapport à ça? Alors, pour faire du BIM niveau 2, Croquis, c'est très bien. On ne peut pas faire de BIM niveau 3. On ne pourra pas faire un travail collaboratif Non, directement sur la plateforme. Là, non. ça sera uniquement Pourquoi? une plateforme d'échange. Voilà, pourquoi? Parce que les vraies maquettes, du moins les vraies plateformes collaboratives sont des plateformes qui sont capables de synchroniser de la data. Ouais, Alors que Croquis, c'est une plateforme où on dépose des fichiers. c'est une sorte de cloud en fait. C'est un cloud, voilà. Mais j'aime pas dire la notion de cloud parce que BIM 360, c'est un cloud aussi. C'est vrai. Sauf que dans BIM 360, on est capable de poser une maquette, de la modifier, on va dire, en ligne. C'est-à-dire que toutes les semaines ou tous les jours, on fait remonter la plus-value, les modifs qu'on a fait tous les jours viennent s'ajouter à cette valeur. C'est un travail collaboratif direct sur sa propre maquette. On peut être 5-6 à travailler sur cette maquette. Un, il pose un luminaire, l'autre, il pose quelque chose. Les données remontent au fur et à mesure. Alors que sur Croquis, on va déposer une maquette finalisée, on va dire, à un instant T, mais elle n'est pas modifiable en live. Elle est modifiable, elle est fermée. Voilà. Donc, des maquettes, des systèmes cloud, comme en plateforme collaborative, à part BIM 360 ou BIM X pour Archicad, j'en connais pas beaucoup. Pourtant, il y a eu un gros boom là au niveau des plateformes collaboratives. Oui, On a alors, assisté au salon du BIM World l'année dernière. Énormément d'entreprises ont développé des plateformes. Alors après, oui, est-ce que c'est alors, que est-ce que c'est que des plateformes style Croquis ou est-ce qu'on va se oui, rapprocher un petit c'est peu plus ça. C'est plus ça. Même D'accord. Trimble, même les plateformes de Trimble sont ce que j'appelle ça, moi, des GED. C'est des GED, c'est-à-dire que c'est de la gestion documentaire. C'est pas de la gestion de maquette en live. Ouais, donc du coup, en fait, au-delà en fait du principe en fait du problème, on va dire personnel pour le BIM niveau 3 où il faut vraiment faire preuve de civisme, etc. Il y a aussi un petit peu le problème matériel qui Ah, limite. c'est pour ça que je l'ai bien dit, il faut soit un serveur sur un réseau commun, c'est-à-dire que le client met à disposition un serveur et fournit tous les liens Internet pour que les gens puissent travailler sur ce serveur, comme une sorte de gros NAS, hein, ou un BIM 360, qui revient exactement au même. Et là, tout le monde peut travailler de façon collaborative sur les mêmes maquettes, ou déposer des maquettes et les enrichir au fur et à mesure, parce que ce sont des systèmes qui le permettent. Alors que des clouds simples, tels que sont les GED, Croquis et autres, là, on fait du niveau 2 basique, point. Ok. Et c'est pour ça que c'est freiné en France et qu'on est bloqué au niveau 2, Donc il y a cette contrainte matérielle parce que ça a un coût. aussi. Mettre en place un serveur Autodesk, c'est faut vraiment un très gros projet, parce que c'est sur une année, ça peut être de l'ordre de 20 000 euros. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a les locations de serveurs, il y a la mise en œuvre, il y a le paramétrage. Donc ce coût, on ne peut pas l'intégrer sur des petits projets. Ok. Du coup, il nous restera deux questions du coup à traiter. Alors, j'ai Shakib qui nous demande quel est l'avenir du BIM et l'Internet des objets et est-ce qu'il existe des plateformes de gestion actuellement? Alors, je pense que c'est justement par rapport aux plateformes collaboratives. Je pense qu'on a dû y répondre par rapport à ça. Oui, voilà. Alors, on a Euh, peu de plateformes vraiment collaboratives au niveau de l'objet, c'est-à-dire qu'on travaille en live. mhm. La plupart, on va dire, on travaille sur des maquettes fermées, on dépose la maquette, on dépose les fichiers. Voilà, c'est tout. Alors, et puis après, c'est Tu peux pas. faire des annotations aussi. Oui, on peut faire des annotations, mais ça, c'est des fichiers complémentaires qui viennent s'ajouter à la maquette. Donc ça, c'est pour ça qu'on reste en niveau 2, parce que le principe avec les BCF ou autres fait que c'est ce mode de travail qui est privilégié. D'accord. Il faut Shakib pas. a corrigé. Il demandait en fait non, en mode hyperviseur en temps réel. Alors moi, je ne vois pas trop ce que ça veut dire pour le coup. Alors, si on est avec un serveur en temps réel, oui, là, on a un serveur cloud
Et là, on va travailler comme sur un NAS, c'est-à-dire qu'on travaille en réalité sur le même fichier. C'est le cas de BIM 360 également, ou de BIMX. C'est-à-dire que là, on est vraiment en travail collaboratif. Mais une licence BIM 360, c'est de l'ordre de 400 € utilisateur mois, je crois. Hein. Ok. Donc bon, c'est pas rien, quoi. Ok, du coup, il y avait également une question de Nicolas. Est-ce qu'il existe un serveur d'État qui centralise l'ensemble des projets BIM d'intérêt national? À ce jour, la seule plateforme d'État, c'est Croquis. Mais tu peux pas retrouver Non, les c'est-à-dire projets que BIM. non, c'est-à-dire que chacun met son projet, mais chaque projet reste anonyme. Ouais, c'est quand même fermé. Tu peux pas les consulter librement. Non, tout à fait. Et Ok. ça serait trop simple de pouvoir accéder à tous les projets de chacun. On a déjà énormément de problèmes juridiques sur nos propres projets entre nous quand on est sur une équipe. Alors, si on ouvre en plus au niveau international, là, c'est encore plus compliqué. Ouais. Du coup, pour tous ceux qui étaient présents sur ce live, je vous ouvre là tout de suite un petit sondage. Hop, donc alors vous allez me dire si vous le voyez. Je vous laisse y répondre. C'est simplement en fait pour avoir votre retour par rapport au live qui a été réalisé et pour savoir aussi un petit peu comment vous aimeriez voir les lives pour les prochaines fois. J'ai vu une petite question de Serge qui demandait, avec cette période du coup de Covid-19 qui a été très compliquée, la marche en avant qui risque d'être à intégrer dans l'ensemble des bâtiments pourrait être intégrée dans quel niveau du BIM? Pour l'instant, ça sera du niveau 2 de toute façon. Ça sera le niveau 2, voire peut-être le niveau 3, mais en version un peu hybride, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire que certains collaborateurs vont travailler sur une maquette unique, des équipes d'architectes entre eux, ou des équipes de maîtrise d'œuvre entre eux. Et après, en niveau 2, on dépose chacun sa propre maquette, son propre travail, même si c'est un travail qui a été fait à plusieurs, on le dépose pour les autres. Ok. Donc on est vraiment, ouais, c'est vraiment en fait, comme on dit, c'est l'hybride, hein, c'est vraiment le vrai terme pour le coup. Voilà, c'est pour ça que les niveaux 2 et 3 aujourd'hui sont un petit peu mixés à cause de ce côté un petit peu hybride. Alors, Daniel, bonjour, hein, c'est Serge à l'appareil. Oui. J'ai posé cette question qui peut-être est en décalage un peu avec le sujet, mais c'est vrai qu'on y est en plein dedans et c'est par retour d'expérience que j'en parle, puisque j'ai des confrères qui travaillent dans les EHPAD et qui sont obligés maintenant en quatrième vitesse de revoir tout le process justement de marche en avant dans les EHPAD et de d'intégrer des process, parce que tu parlais aussi de process industriel qui était vachement intéressant, mais aussi finalement globalement le process humain. Moi je connais un peu la marche en avant dans des laboratoires de boucherie, de choses comme ça, hein, où il faut pas ou dans l'agroalimentaire où tu as la notion dans l'agroalimentaire, de propre. exactement. Tout à fait. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est confronté à un problème qu'il faut intégrer, je dirais, de toute urgence, maintenant, quoi. Donc, c'est pour ça que ma question était un peu à double niveau, quoi. C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure, ce qui m'a interpellé, c'était effectivement le 6D, où on parlait développement durable. Mais est-ce que le développement durable risque de ne pas passer bien après ce qu'on est en train de vivre? Oui, je crois qu'il faut se mettre à l'évidence que on va raisonner aujourd'hui développement durable, mais avec une autre notion. C'est-à-dire qu'on va d'abord prioriser l'intérêt sanitaire général, voilà. Ce que ça coûte, parce que les entreprises n'auront plus les moyens de faire certaines choses. Et donc les côtés un petit peu écolos vont être mis de côté, mais sans être oubliés. C'est-à-dire qu'il va falloir recentrer les projets sur des notions cohérentes dans ce que les gens sont capables de faire aujourd'hui, mais avec des priorités qui sont évidentes au niveau sanitaire, comme tu disais, gestion des flux, organisation des flux, parce que ça va engendrer obligatoirement des surcoûts. Oui. Ça va obliger à réfléchir les projets de façon différente. Exactement. Ouais. Et après, qu'on soit en BIM niveau 1 ou BIM niveau 2, c'est la méthode qui va être différente. Mais je pense que oui, les architectes aujourd'hui vont être amenés à réfléchir différemment. Intégrer cette donnée-là, bien sûr, mais c'est évident. Et c'est pour ça que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est là où, comme je parlais tout à l'heure, les versions 2021 de Revit qui sont par exemple capables d'optimiser une salle en fonction du mobilier,
C'est pour ça que j'ai rebondi sur. C'est quand tu as dit ça que j'ai rebondi Voilà. un petit peu Donc, sur cette question-là. Oui. Donc, il va y avoir des API supplémentaires qui vont être développés dans différents sens. Et là, tout ce qui est intelligence artificielle va arriver. Mais ça va se développer. Ouais, on va découvrir ça maintenant. Donc, Revit, la version 2022 va peut-être intégrer des notions d'intelligence artificielle qu'on ne soupçonne pas encore aujourd'hui. Et puis surtout, il y aura peut-être également des nouvelles normes juste dans le bâtiment en fait, Voilà. qui vont pousser vers l'écologie. C'est vrai, par contre, on risque de reprendre là notre train d'activité de manière un peu brute. Oui. Du coup, pour revenir un peu aux bases, aux sources, comme on dit. Voilà, mais des bases avec des notions sanitaires différentes. Ouais, c'est ça. Voilà. Et comme ça va avoir des surcoûts, il y a des choses qui seront passées à la trappe. Une question, cette fameuse marche en avant dans un EHPAD, elle aurait lieu comment? Ben là, Sébastien, je peux pas trop t'en parler parce que c'est un confrère, enfin, en plus qui est membre de ma famille, qui est archi et qui est spécialisé dans les EHPAD. Bah, en fait, ils sont en train d'y réfléchir. Hein. Sur le secteur de Montpellier, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé les solutions, donc c'est pour le moment du bricolage. Oui. Mais Autant on la voit bien en cuisine. Pardon? C'est le même principe que pour les cuisines, exactement. En cuisine. Oui, c'est le même principe que pour les cuisines. Elle est en place depuis fort longtemps. Oui. Ouais, mais le principe, si tu veux, c'est que dans les EHPAD, le fonctionnement n'est pas du tout le même Ça, voilà. le flux des résidents n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement d'un process de marche en avant dans une cuisine. Alors, actuellement, les EHPAD, tu avais des grandes salles communes avec des résidents qui se côtoyaient, etc. Donc maintenant, ils sont en train de réfléchir à tout un fonctionnement. Même d'ailleurs, on en a parlé dans les supermarchés. Hein, les gens se posent la question du retour en arrière sur les rayons, tu vois. Donc, même de l'organisation même des rayons aussi. De l'organisation. Là, c'est carrément des changements de plan, hein, carrément. Hein. Oui. Carrément, c'est des changements de process. Hein. Non, mais je parlais de marcher en avant pour que tout le monde puisse un peu comprendre le principe, quoi. Alors, voilà. C'est un terme générique, mais la notion de marche en avant, telle qu'elle a été évoquée, par exemple, dans les supermarchés, ils voulaient mettre en place ce qu'a fait Ikea. Ben, c'est une aberration, puisque ça oblige tout le monde à faire un flux global, alors que certains, ils viennent chercher que de l'eau. C'est vrai. Donc, il faut raisonner en fonction de faire des rayons, en fonction de les gens vont en priorité à quel rayon ressortent. Donc, voilà, il y a des études qui vont se faire. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle là, va être incorporée dans tous nos projets, tout simplement parce qu'on va faire une étude. Les gens, où vont-ils? Qu'est-ce qu'ils achètent et quel est le circuit le plus court pour que ces gens-là rentrent et ressortent. Et que ce soit dans les EHPAD, pareil, c'est-à-dire qu'on fera des calculs de savoir que le personnel, il rentre d'un côté, il va ressortir d'un autre, les familles rentrent d'un côté, sortent d'un autre, pour pas mélanger finalement les flux. Et là, on retrouve ce que moi j'ai connu il y a quelques années en arrière sur tout ce qui était agroalimentaire, où là, on a des notions de propre, de sale, comme dans les cuisines. Hein, et on se retrouve avec une notion supplémentaire où il y a des cabinets qui vont se spécialiser dans ces domaines-là, comme ça l'est aujourd'hui pour les cuisines ou pour l'agroalimentaire. Et ces gens-là ont des marchés à prendre parce que c'est des marchés nouveaux, très contraignants, et les architectes vont en avoir besoin. Donc effectivement, il va bien falloir repenser sa méthodologie de conception. De toute façon, c'est l'avenir qui va nous l'imposer et on va voir clients, dans quel niveau on va pouvoir positionner tout ça, quoi. D'autant plus que certaines maisons de retraite dépendent de communes, d'autres dépendent d'organismes particuliers. Donc, comme la responsabilité de chacun peut être engagée, un maire qui va vouloir monter une maison de retraite, il va réfléchir à 2 fois et il va vouloir que son étude elle soit bien menée, quoi. Hein. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, très bien. Bon, en tout cas, j'espère que ce live vous aura appris pas mal de choses. Très bien. On n'oublie pas que du coup, jeudi, on se retrouve du coup pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la partie des rendus et des matériaux. On a un petit live sur Substance Painter. Pour rappel, c'est un logiciel qui permet d'intégrer de la texture et se rapprochant du réalisme sur les objets. Donc, ce sera jeudi à 14 h avec Camille. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous tous. Et puis à la prochaine. Passez une bonne journée et une bonne semaine. Merci, au revoir. Salut.